création d'une alliance hier à Bamako entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les trois États mutualisent leurs efforts à travers la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel AES. Elle a été signée hier par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. À J-5 du 22 septembre, nous irons à Ségou pour un gros plan sur la compagnie malienne de textile. La Comatex, l'une des rares entreprises post-indépendance encore fonctionnelles dans notre pays. Cette usine de transformation de coton a consacré le début de l'industrialisation au Mali en 1968. Merci de nous suivre sur ORTM1. Bienvenue. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé la charte du Liptako Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel AES. L'information a été donnée hier par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en présence de ses homologues du Faso et du Burkina et du Niger. La charte qui a été signée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux pays membres. Mamari Kone. Trois pays, un destin commun, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont plus que jamais décidés à cheminer ensemble dans la lutte contre le terrorisme et pour le mieux-être des populations. La charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel est une décision de haute portée des présidents capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, colonel Assimi Goïta du Mali et général Abdourahmane Tiani du Niger. La charte se fonde sur l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié entre les trois pays. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Article 3. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autres menaces portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. La charte est un instrument d'assistance et de secours en matière de sécurité dans les pays membres. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Article 7. L'agression, telle qu'évoquée à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque et en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Article 8. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Article 9. Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États parties. Article 10. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. La charte peut être ouverte à tout autre pays partageant les mêmes réalités géographiques, politiques et socioculturelles qui acceptent ces objectifs. La République du Mali est désignée dépositaire de la charte. Elle a été signée ce 16 septembre 2023 par les présidents des 3 pays. En troisième région, l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye et ses partenaires viennent d'organiser la 4e session de formation dans le cadre du projet Renforcement des capacités des femmes vectrices de changement, un projet financé par le Royaume de Norvège. La 4e série de formation est axée sur la prévention et la gestion des conflits communautaires. Compte rendu Moustapha Doumbia. Ils sont plus de 30 participants sélectionnés pour cette session qui concerne un total de 60 participants de 5 communes des cercles de Sikasso et Kadjolo. Une formation sur la prévention et la gestion des conflits communautaires organisée dans le cadre du projet RECAFEVEC, renforcement des capacités des femmes vectrices de changement. Ce projet, financé par le Royaume de Norvège, est exécuté par l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye en collaboration avec SN, le cabinet d'appui conseil en énergie, santé et environnement. Dans nos différentes régions, dans nos communautés, nous sommes en proie à des conflits aujourd'hui qui nous assaillent, qui fracturent justement notre société, qui fracturent nos communautés, et nous en sommes aujourd'hui au cœur de cette violence-là. Et nous, justement, espérons que nous allons trouver les mécanismes nécessaires de manière à pouvoir anticiper, réduire, voire annihiler pratiquement toutes ces violences communautaires. La session, qui a duré 5 jours, a abordé des thématiques sur la prévention et la gestion des conflits, le processus de médiation communautaire, des thématiques qui viennent renforcer les capacités des chefs de village, des leaders communautaires, des représentants des forces de défense et de sécurité et ceux de la société civile. Chaque participant à cette session est un acteur de gestion de conflits. Cette formation nous a permis de comprendre comment mieux faire le travail de médiation. Je ne cesserai de rappeler que l'efficacité de tout système de développement est tributaire de la disponibilité des ressources humaines bien formées, agissant dans le cadre d'un état de droit au service des intérêts des communautés. Je demeure convaincu qu'au sortir de cet atelier, vous êtes désormais mieux outillés pour contribuer efficacement au développement socio-économique et culturel de vos communautés respectives. À la clôture de la session, la gouverneure de la région de Sikasso a souhaité l'extension de la formation à plus de communes, eu égard à son importance. Triste nouvelle ici à Bamako, précisément en Mouribabougou, un bâtiment R+1 en construction dans la cour de la mairie s'est effondré. Le bilan est triste. Parmi 12 victimes, 6 n'ont pas survécu. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Koulikoro, colonel Lamine Kapouri Sanogo, s'est rendu sur les lieux. Écoutons-le au micro de notre reporter Daouda Kone. C'est malheureux ce qui s'est passé. C'est malheureux puisqu'il ressort des constats de la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Koulikoro qu'une lettre avait été adressée à la mairie de Mouribabougou le 2 août 2023 pour en tout cas demander l'arrêt des travaux de chantier de construction. Et malheureusement, cette lettre n'a fait aucun effet. Et le chantier a continué et ça nous a conduit à cette dérive-là. L'irréparable est survenu, donc vraiment, ça ne devrait pas arriver. Donc je profite de ce micro pour lancer en tout cas un appel à tout le monde. Il y a des normes qu'il faut respecter.
Et sans permis de construire, franchement, il ne faut pas construire. Et surtout que vous avez été informé du danger que vous courez en continuant le chantier. Donc vraiment, ça ne devrait pas arriver. Je voudrais que tout le monde respecte les principes en ce qui concerne la construction des bâtiments. Je suis venu au nom des plus hautes autorités de la transition. Ils m'ont dépêché pour présenter les condoléances des parents des victimes, ceux-là qui ont perdu la vie, et aussi souhaiter prendre rétablissement à tous les blessés. Voilà, respectons les normes de construction. Dans la cité des Askia, le comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement du cercle de Gao a tenu jeudi dernier une session extraordinaire. L'objectif est de contribuer à améliorer la gouvernance dans le secteur de la nutrition, la sécurité alimentaire et les services WASH dans le cercle de Gao. Rakiatou Touré, Alassane Amadou. L'état de mise en œuvre des recommandations faites lors de la précédente session, le bilan des actions de développement du programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables touchés par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cercle de Gao, voici entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de la session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CLOCSAD, deuxième du genre au titre de l'année 2023. Conscient des enjeux liés à la problématique de la malnutrition, le gouvernement du Mali a inscrit dans sa politique sanitaire des actions de lutte contre ce phénomène. C'est ainsi que le cadre de coopération Mali partenaires techniques et financiers prévoit un appui technique et financier visant à lutter efficacement contre la malnutrition dans le pays. Le programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables touchés par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une approche multisectorielle. Des participants venus des différentes communes du cercle de Gao ont pris part à l'atelier présidé par le préfet du cercle de Gao. Cette session extraordinaire sera aussi l'occasion pour le partenaire Action contre la faim Espagne de présenter le bilan de ses activités réalisées dans le cercle, connaître ses défis et difficultés d'exécution, mais aussi de formuler des recommandations assorties d'un plan d'action validé par le CLOCSAD. À l'entame de ses propos, Siaka Kanti a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires des attaques terroristes survenues ces derniers jours. Cette session extraordinaire s'est tenue dans la salle de conférence de la préfecture. Autre atelier, cette fois-ci dans la capitale du Méguétan, sur le VIH-Sida. Objectif partagé avec les acteurs de la lutte contre la maladie des régions de Kayo, Koulikoro, Tombouctou, Gao et du district de Bamako. La situation du dépistage du VIH-Sida. La rencontre est organisée par le secrétariat général du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida au Mali, Ousmane Koïta. Il s'agit, à travers cet exercice de réflexion, d'échanger, de partager les informations sur l'existence de l'initiative de dépistage du VIH-Sida chez les enfants malnutris, les malades IST et les patients TB des régions de Kayi, Koulikoro, Tombouctou, Gao et du district de Bamako. L'initiative vise à améliorer la stratégie de lutte contre le sida en vue d'atteindre les objectifs 3,95 d'ici 2030. Cet atelier va nous permettre réellement de pouvoir capitaliser réellement les meilleures pratiques et afin de pouvoir prétendre à une extension sur d'autres régions. Cela fera bientôt 20 ans que le Fonds mondial contribue au financement de la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose au Mali. C'est fort de tous ces acquis que nous entamons en janvier prochain le nouveau cycle de financement du Fonds mondial, GC16 et CRM19, en réponse aux besoins du pays en matière de lutte contre les 3 maladies. 2 jours de travaux seront mis à profit par les participants pour échanger et discuter sur la situation du dépistage au niveau des régions concernées et de proposer des pistes de solutions pour l'amélioration du document de référence. Je dois dire que le Mali a innové. Un plan stratégique régionalisé a été donc élaboré et il revient à chaque région de piloter la mise en œuvre de ce plan. Et le rôle des autorités régional est vraiment primordial. La rencontre est une initiative du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida en partenariat avec la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, du Fonds mondial, de l'ONU-SIDA et de l'UNICEF. Signalons que la mission a également rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives de la région pour leur implication totale dans ce processus.
Une délégation de l'Office national de la santé et de la reproduction conduite par son directeur général vient de visiter les locaux de l'entreprise Sutura spécialisée dans la confection des serviettes hygiéniques réutilisables. La démarche vise à s'imprégner des conditions de travail de cette jeune entreprise qui a apporté sa touche dans la promotion de la santé et de la reproduction. Mariam Koulibaly nous en dit plus. Économiques et biodégradables, les serviettes hygiéniques réutilisables apparaissent aujourd'hui comme l'une des réponses adéquates à la précarité menstruelle qui touche de nombreuses jeunes filles. C'est pour s'enquérir des conditions de fabrication de ces serviettes que les responsables de l'ONA SR ont entamé une visite à l'entreprise Sutura. Dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive, surtout des adolescents et des jeunes, et surtout à l'endroit vraiment des femmes qui se trouvent dans les zones d'insécurité, dans les zones humanitaires. Avec ces serviettes hygiéniques réutilisables, nous pouvons vraiment aider vraiment à réduire les 10% de déperdition scolaire. Avec une production de 630 unités par jour, soit 13 000 unités par an, les serviettes hygiéniques Sutura contribuent efficacement à réduire le stress de nombreuses jeunes filles lors de leur période menstruelle. Les promotrices de l'entreprise se réjouissent de cette visite de l'ONA SR. Nous sommes ravis de recevoir l'ONA SR aujourd'hui. Nous avons eu à recevoir des ministres, le Laboratoire national de la santé et voir une autre structure étatique venir nous donner de la force et nous donner des recommandations. C'est vraiment une aubaine pour nous et nous les remercions vraiment. Créée en juin 2019, l'entreprise Sutura emploie 13 personnes, dont 3 personnels masculins, et a déjà évacué environ 200 000 serviettes hygiéniques à travers le Mali. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, l'entreprise Nestlé, à travers Nido, est en promotion pour offrir aux parents d'élèves un soutien matériel et financier. Moyennant l'achat de boîtes de Nido, les clients peuvent gagner des lots ou des bourses allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Une remise des prix a été faite ce week-end. Le compte-rendu de Hawa Adama Koulibaly. Surprise et joie. Voilà les deux émotions qui animaient plusieurs parents dont les enfants viennent de bénéficier d'une bourse. Des bourses et fournitures gagnées à l'issue d'un tombola. Ils n'ont que des mots de gratitude à l'endroit de Nido, entreprise à la base de cette initiative. Je suis contente, ça a été une surprise pour moi. Quand on m'a dit que j'ai gagné 50 000, j'ai dit non, c'est une blague. 50 000, comment ça? Je pensais que c'était la boîte moyenne que j'avais gagnée. Je ne m'attendais pas à gagner 100 000 francs en cette veille de la rentrée scolaire. Je n'ai que des mots de remerciement. Cette action intervient à 2 semaines de l'ouverture des classes. Elle s'inscrit dans le cadre des engagements de Nido qui se veut être un allié des parents pour l'éducation des enfants. Cette remise de lots et de bourses est l'occasion pour Nestlé de rappeler 2 engagements attachés à notre marque Nido. La première, Nido assure la meilleure nutrition pour la croissance et le développement de vos enfants. La deuxième, la promotion d'une bonne éducation. Ces bourses et kits scolaires d'une valeur de 50 millions de francs CFA seront remis aux parents tout au long de cette promotion. Une promotion qui s'achève à la fin de ce mois. Et pour terminer, nous nous intéressons à la compagnie malienne de textile Comatex, l'une des rares entreprises post-indépendance encore fonctionnelles dans notre pays. L'usine de transformation de coton créée pour les besoins vestimentaires a consacré le début de l'industrialisation au Mali en 1968. Un pas bien franchi par le régime Modibo Keïta avec la coopération de la République populaire de Chine. Suivant un extrait de ce film avec Ramata Konaté, Bassi Traoré et Karamoko Traoré. Située dans la région de Ségou, dans la commune rurale de Pelingana, sur la route de Makala, la Comatex, compagnie malienne de textile, est bâtie sur une superficie de 27 hectares.
La mise en place de ce complexe intégré de textiles matérialise le début de l'industrialisation au Mali. De son inauguration à nos jours, cette première usine de textile du pays est vieille de 55 ans, 3 mois et 10 jours, jour pour jour, en août 2023. C'est le fruit de la coopération sino-malienne à travers un accord de 1962 aux premières années de l'accession du Mali à l'indépendance. Un accord qui pose les jalons des travaux de construction de l'usine de transformation de coton. Et 3 ans plus tard, précisément en 1965, commencèrent les travaux d'implantation des ateliers et bureaux, toujours sous le régime du premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta. Et en 1968, un 21 mai, la société d'État démarre officiellement sa production avec quelques 1000 travailleurs, hommes et femmes, selon des sources. En 62-63, En 70-63, avec les Chinois, nous avons installé les machines et plus tard commencé la production. Au début, les agents avaient l'amour du travail, c'étaient des hommes et femmes pétris de patriotisme. Les jours de l'inauguration, c'était une grande fête des Bara. Et les premiers tissus produits ont servi d'uniforme pour cette cérémonie. Le Mali étant un pays producteur de coton, il fallait que ce coton-là soit traité en une certaine partie au Mali. Les fils et tissus made in Comatex faisaient leur beau temps au cours des événementiels et autres cérémonies de réjouissance. Quelques mois après le démarrage de l'usine, survient en novembre un coup d'État au Mali. Et sous le régime de Moussa Traoré, la Comatex suit son cours normal de développement textile avec la rénovation de plusieurs équipements en 1974 et en 1979, toujours avec une assistance technique chinoise au beau fixe. J'ai trouvé la Comatex en bonne forme. On a fait 1 mois en Chine. Nous avons visité beaucoup d'usines et nous avons fait notre choix. C'est ça cette production qui est présente actuellement à la Comatex, c'est-à-dire l'imprimé. Ensuite, nous avions obtenu l'implantation d'une usine de bonneterie, les tricots, les fils à coudre, etc. Grâce à ces rénovations, le nombre de travailleurs est revu à la hausse, environ 3000 agents. C'était l'une des périodes fastes de la Comatex. Il y avait beaucoup de ventes. Des commerçants venaient de Bamako et des pays voisins, comme la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, acheter le fil de la Comatex. Le salaire tombait au bon moment et tout Ségou le sentait. Démarrage de la coopération technique chinoise avec des expatriés de la Chine, mise en place de la co-gestion avec des Chinois au poste de responsabilité, secondés par des Maliens. Bref, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. En 1991, il y a eu dissolution de la Comatex. Il y avait plus de 1600 travailleurs à l'époque. Tous ceux-ci ont été licenciés. Puis, l'État, dans sa recherche de paix sociale, décide de continuer la production. Ainsi, 1200 anciens travailleurs sont repris avec une administration provisoire. Comatex SA, société anonyme, naquit avec ses exigences du moment par le rachat des actifs de l'ex-Comatex SE, société d'État, disposant ainsi d'un capital social d'1,5 milliard de francs CFA, dont 80% détenus par la COVEC, une entreprise chinoise, et 20% par l'État du Mali. Tout ce qui concernait le bazin qui n'était pas, entre guillemets, très rentable, était donc enlevé. La bonnetterie aussi n'existait plus. On arrivait à faire vraiment une très bonne partie et un bon pourcentage de notre chiffre d'affaires à l'époque, avec le 8 mars, avec le 31 juillet, avec le 1er mai et aussi avec d'autres choses.
Ces années d'activité faites de haut et de bas, cette société anonyme fut ralentie dans sa course par des difficultés, les unes se greffant aux autres, conduisant la Comatex SA à une fermeture qui va durer 3 ans. C'est dans ces conditions qu'intervient la reprise des activités à la Comatex grâce aux efforts des autorités de la transition sous le leadership du président colonel Assimi Goïta, considéré par plusieurs citoyens comme le sauveur de la situation. Nous retrouvons notre dignité à travers cette relance grâce aux autorités de la transition. La Comatex Irénée, c'est la vie même de Ségou qui reprend son cours normal. Notre reconnaissance aux autorités de la transition pour les efforts déployés. Vraiment, revoilà la Comatex sous la forme de société d'État. Depuis la reprise, on a eu une commande de 1000 balles de fil. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des autorités de la transition, avec à leur tête le président, le colonel Assimi Goïta, qui n'ont ménagé aucun effort pour que le redémarrage là soit. Et aujourd'hui, la Comatex est là et tous les travailleurs ont repris. Donc le réflexe de faire du bon travail, comme c'était le cas avant, je crois que ce réflexe-là existe. On va faire en sorte qu'on puisse rentabiliser tout ça, fortifier cette unité industrielle qui est capitale pour la région, qui est capitale pour l'ensemble, n'est-ce pas, du pays. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations à 20h. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche.